Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va nous permettre de faire le point sur le marché pétrolier au vu de la reprise actuelle. Donc nous allons essayer de répondre à cette question. Le pétrole donc est-il en phase de stabilisation en vue de repartir en tendance haussière? En vue de répondre à cette question, nous allons nous intéresser à plusieurs choses. Tout d'abord, nous allons faire un point sur le trafic, que ce soit automobile ou aérien, étant donné que c'est un facteur déterminant concernant la demande. Et on va s'intéresser donc par la suite à la demande d'essence et nous allons essayer donc nous allons parler des différentes estimations de reprise de la demande, notamment l'estimation de Rystad Energy, celle de Bloomberg et bien entendu l'estimation de l'OPEP. Après s'être intéressé à la demande, on va parler un peu de l'offre concernant l'offre. Nous allons parler donc de l'état actuel de l'offre et la possibilité de réduction plus prononcée éventuellement de la part des pays membres de l'OPEP+. Alors, avons-nous atteint un plafond en termes de réduction ou y a-t-il encore une certaine marge de manœuvre d'un côté de l'offre en vue de soutenir les cours? On va essayer de s'intéresser à cela. Par la suite, nous allons tenter d'estimer la demande par rapport à l'offre. Mais cette fois-ci, l'offre aux États-Unis. On va donc s'intéresser à la livraison d'essence par les raffineries aux États-Unis, ce qui nous permettra d'estimer la demande réelle actuellement. Ceci étant fait, nous allons aborder brièvement la production aux États-Unis et nous allons parler bien entendu des forages des plateformes pétrolières en cours d'activité, donc une donnée qui est en chute libre actuellement. Et bien entendu, nous allons, mis à part l'essence, nous allons parler des autres produits dérivés pétroliers et nous allons terminer par aborder notamment les niveaux des stocks, estimer la demande par rapport aux stocks et on va parler de cette tendance de stocker le pétrole brut en mer dans des tankers, donc du stockage offshore qui met en évidence le fait que les capacités de stockage onshore, donc sur Terre, sont complètement saturées. Donc voilà pour le programme qui nous permettra donc de conclure par rapport à la demande actuelle sur le marché pétrolier. Donc nous nous intéressons tout d'abord à l'amélioration que l'on peut constater ici graphiquement, l'amélioration du trafic à l'échelle mondiale. Donc en bleu ici, tout en bas, cela représente le trafic en Italie en repli de 60%. En vert, le trafic au Royaume-Uni en repli de 62%. Aux États-Unis ici en gris, en repli de 30%. Et l'Allemagne, le trafic en Allemagne en repli de 21%. Visiblement ici, ce que l'on peut constater, c'est que le creux de la demande a probablement été atteint. Veuillez excuser ici la petite faute de frappe. Et donc, visiblement, la baisse de la demande de pétrole en avril aurait pu atteindre les 35 millions de barils par jour. Fait important, il est important de noter que l'on peut constater ici graphiquement que les États-Unis et l'Allemagne sont déjà très proches de revenir à des niveaux de trafic automobile de l'année dernière à la même période. Donc, une reprise plus rapide en Allemagne, aux États-Unis. Il faut noter que l'Allemagne a très vite déconfiné ses citoyens et que aux États-Unis, deux clans s'opposent, démocrates et républicains, que ce soit pour ou contre ce confinement, ce qui explique grosso modo ici que le trafic se rapproche de la normale en Allemagne et aux États-Unis. À noter tout de même que le transit et le transport aérien sont encore bien loin de retrouver des niveaux équivalents, les niveaux équivalents à ceux de l'année dernière. Donc voilà pour ce point sur le trafic à l'échelle mondiale. On s'est intéressé au Royaume-Uni, à l'Italie, aux États-Unis et à l'Allemagne. Donc à présent, après avoir parlé du trafic, nous allons nous intéresser à la demande d'essence et notamment les estimations de reprise de celle-ci. Nous allons voir les différentes estimations. Tout d'abord, le graphique ici, on voit l'impact sur la demande. Et on peut constater ici selon la classe. Nous avons ici donc en bleu et en vert, cela représente l'essence et le diesel. En jaune, cela représente le kérosène. Et en gris, cela représente les autres produits. Donc on peut constater ici cette forte destruction de la demande, tout d'abord de l'essence et du diesel en vert, mais également du kérosène. On peut voir que l'on a tout de même une reprise ici de la demande assez forte, notamment de l'essence.
on voit que la demande de kérosène est toujours extrêmement basse et qu'elle ne se reprend que progressivement, notamment à partir de septembre 2020, avec une réelle amélioration à partir d'octobre 2020 et ainsi de suite, pour retrouver quelque peu un niveau presque équivalent à ce que l'on connaissait il y a quelques mois en décembre 2021. Et donc ici, les estimations de Rystad Energy concernant la demande en juin sont inférieures d'uniquement 15 millions de barils par jour, visiblement. L'OPEP, beaucoup plus pessimiste, évoque 18 millions de barils par jour au second trimestre. Bloomberg, très optimiste, l'estime à 12 millions de barils par jour. Ce qu'il faut noter, c'est qu'avec une réduction coordonnée des pays membres de l'OPEP+, une réduction qui représente presque 11 millions de barils par jour, un peu plus de 10 millions, grosso modo, le champ du possible se limite à quelques 5 millions de barils supplémentaires. Mais à noter tout de même que la production américaine se replie également considérablement dans le même temps. Donc voilà, concernant l'essence, on a parlé de cette réduction qui est déjà supérieure à 10 millions de barils par jour. Alors, comment se décante cette réduction de production? Quels pays sont concernés? Quels pays ne le sont pas? Car certains pays sont exclus de cet accord. Quels pays supportent le plus la réduction? On va s'y intéresser immédiatement dans le détail, que ce soit pour les pays membres de l'OPEP ou les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP. Donc on va s'intéresser tout d'abord ici à ce tableau. Dans une première moitié, nous avons les pays membres de l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans les pays non membres de l'OPEP, nous avons la Russie, le Mexique, le Kazakhstan, Oman, Azerbaïdjan, la Malaisie, Bahreïn, le Sud-Soudan, Brunei et le Soudan. Et donc cela nous permet ici de constater différentes données. Sur la première colonne, ici, référence level, vous avez donc les niveaux de production avant le nouvel accord de l'OPEP+. Juste après, la colonne qui suit, New Target, vous avez la production cible actuelle après accord des pays membres de l'OPEP+. Donc, et vous avez donc la colonne cut qui représente la réduction effective. Donc nous allons prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite. Nous avions une production à hauteur de 11 millions de barils précédemment, donc avant cet accord de l'OPEP+, nous sommes même montés quelque temps jusqu'à 12,3 millions de barils par jour. Donc pas la peine de le préciser, c'était en plein cœur de cette guerre des prix du pétrole. L'Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite a demandé à Saudi Aramco de pousser la production à 12,3 millions de barils par jour, soit 300 000 barils par jour de plus que la capacité maximale soutenable par Saudi Aramco qui est de 12 millions de barils par jour. C'est-à-dire qu'au-delà de 12 millions de barils par jour, Saudi Aramco est en train de dégrader son matériel de forage et d'extraction. Alors Mohamed Ben Salman avait demandé à Saudi Aramco de le faire et donc d'augmenter la production à 12,3 millions de barils par jour. Ça a été assez bref, mais il est important de le noter. Donc vous aurez compris ici l'importance de toutes ces données. Ça nous permet de constater l'effort supporté par les différents pays. On peut le voir plus schématiquement, si je puis dire. Ici, à gauche, on voit les pays qui supportent le plus cette réduction de production et on le comprend d'ores et déjà. Ce sont les principaux acteurs de la guerre des prix du pétrole. À noter que la Libye, l'Iran et le Venezuela sont exclus de cet accord et à noter une production qui reprend en Libye. On en a parlé à plusieurs reprises. Une production qui vient ajouter 1 million de barils par jour au marché pétrolier. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit et nous avons tout de même pu constater une légère baisse de la production pétrolière en Iran et au Venezuela. Donc voilà, concernant ces données-là, il est important de constater que nous avons déjà un effort considérable de réduction de la production par les différents pays producteurs. L'Arabie Saoudite qui a annoncé récemment qu'elle réduisait davantage à hauteur de 1 million de barils par jour à compter du 1er juin, voire même en mai si cela était possible pour Saudi Aramco. Et donc dans le sillage de cette annonce de l'Arabie Saoudite, le Koweït a suivi donc cette annonce, mais également il me semble le Qatar. Donc avons-nous de la marge supplémentaire en vue de réduire davantage la production? C'est la question qu'on se pose et la réponse est non, malheureusement. À présent, il va être intéressant donc de s'intéresser, de déterminer la demande en s'intéressant tout simplement à l'offre.
Pour ce faire, nous allons nous intéresser à l'essence qui a été livrée sur le marché américain par les différentes raffineries. Donc, un premier graphique. Nous avons deux graphiques ici. Sur un graphique, nous pouvons constater ici simplement l'essence. Le second graphique correspond aux autres produits dérivés pétroliers. Ce que l'on peut en tirer comme conséquence, hein, c'est que effectivement il y a une nette augmentation, hein, et on peut le constater ici sur l'axe des ordonnées. Nous étions dans ces alentours-là. Le creux est ici. Nous sommes à ce niveau, ce qui correspond à une augmentation d'environ 1,5 million de barils par jour par rapport au creux qui a d'ores et déjà été atteint visiblement. Donc cela permet d'approximer, de nous faire une idée, si je puis dire, de la demande. Alors un petit détail, hein, que j'aimerais préciser, toutes les estimations qui sont présentées lors de cette vidéo, l'avis qui est présenté ne prend pas en compte l'éventualité d'une seconde vague et donc d'un second confinement général, si je puis dire, hein, ce qui serait bien entendu catastrophique pour le marché pétrolier, car ici, hein, cette demande repartira en direction du creux, voire même marquerait un nouveau creux. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Tout ce qui est indiqué ici ne prend pas en compte l'éventualité d'un nouveau confinement dans les semaines à venir. Ce qu'on l'on peut remarquer également, notamment au vu du second graphique en bas à droite, c'est que nous sommes très loin de retrouver les niveaux habituels concernant les dérivés pétroliers, hein, aux alentours de 20 millions de barils par jour. Donc une demande qui ne cesse de diminuer, hein, mais l'OPEP constate une stabilisation de la demande, de la baisse, pardon, de la demande américaine à hauteur de 3 voire 4 millions de barils par jour au second trimestre. Donc à présent, ce qu'il faut, la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Est-ce que effectivement il est possible d'assister à un déficit sur le marché pétrolier? Est-ce que toutes ces réductions de production vont aboutir à un déficit? Car un déficit permettrait de pousser les cours à la hausse, hein, car il y aurait une raréfication, hein, c'est complètement à l'inverse de ce que l'on a constaté. Ce qui a poussé les prix en négatif, c'est que nous avions une surabondance de pétrole, ce qui a poussé les prix sous la barre des zéros. Maintenant, le but est justement de créer un déficit, que l'offre soit inférieure à la demande pour stabiliser le marché, pour le ramener à la hausse, ce qui permettrait à d'autres pays, aux pays producteurs d'une manière générale, d'équilibrer leur budget, car certains pays ont un budget qui est centré sur les revenus pétroliers, hein. Je pense notamment à, je pense qu'il est inutile de citer des exemples, hein, car pratiquement tous les pays tous les pays producteurs dépendent énormément de leurs revenus pétroliers. Leur budget est basé là-dessus. Peut-être la Russie qui aurait pas mal de marge de manœuvre, hein, car il y a d'autres matières premières qui sont disponibles, notamment en Sibérie, et j'en passe. Donc, même si la part pétrolière dans le budget, les revenus pétroliers dans le budget russe sont très, sont très importants. Donc, ici, ce que l'on peut constater, c'est cette baisse des plateformes pétrolières en activité qui est venue de pair avec une baisse de la production américaine de pétrole. En rouge, cela correspond à la production américaine, américaine de pétrole, et en noir, la baisse, le repli massif que l'on peut constater des plateformes pétrolières en activité. Donc, à noter également que les États-Unis ont baissé leur production, mais les pays membres du G20 devraient participer également à cette réduction de production à hauteur de 3,7 millions de barils par jour. Alors on n'a peut-être pas trop de manœuvre, de marge de manœuvre d'un point de vue des pays membres de l'OPEP et les pays non membres également que nous avons cités. Donc d'un point de vue de l'OPEP+, ça semble assez compliqué, mais il y a peut-être de la manœuvre, de la marge ailleurs. On voit qu'aux États-Unis, ça a déjà été le cas. Il nous reste les autres pays du G20, donc on attend peut-être 3,7 millions de barils par jour. Et bon, à noter que l'OPEP a d'ores et déjà estime que la réduction de l'offre, afin de stabiliser le marché pétrolier, devrait atteindre les 20 millions de barils par jour. On en est bien loin, on est légèrement au-dessus des 11 millions de barils par jour.
En comptant la production, la baisse de production américaine, donc nous sommes grosso modo à 12 millions, une réduction de la production à hauteur, globalement à hauteur de 12 millions de barils par jour, soit 11 millions des pays membres de l'OPEP et des pays non membres, auxquels on ajoute la réduction de production américaine, soit 1 million de barils, ce qui nous fait un total de 12 millions de barils par jour. Et donc grâce à la contribution des pays membres du G20 qui devrait ajouter, qui devrait réduire de 3 millions de barils par jour supplémentaires, on devrait on devrait arriver donc aux alentours des 15 millions de barils par jour. Ce qu'il faut noter également, c'est que la demande sera certainement inférieure à 85 millions de barils par jour en juin et que la production aux États-Unis tombera à environ 11 millions de barils par jour. Mais cela ne se fera pas dans l'immédiat. Cela pourrait prendre plusieurs semaines. Donc voilà pour ce point concernant la marge de manœuvre en termes de réduction de la production, que ce soit pour les pays de l'OPEP+, ou les pays du G20, mais également les États-Unis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, nous l'avons répété, ce sont les stocks de pétrole brut aux États-Unis, stocks hebdomadaires, qui sont importants. Ils sont d'ailleurs, nous en prendrons connaissance d'ici quelques minutes au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Et donc, ce sont ces stocks qui vont nous permettre d'avoir une certaine estimation, si je puis dire, de la demande. Et donc, une destruction de stock nous permettra de conclure qu'il y a une réelle reprise d'un point de vue de la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, semaine après semaine, nous prenons connaissance d'une poursuite de la constitution des stocks. Sur ce graphique ici, le premier graphique en haut à gauche, vous avez donc l'évolution des stocks de pétrole brut aux États-Unis selon les différentes années. En noir, c'est l'année 2020. Ici, on peut voir qu'on se trouve au-dessus de toutes les précédentes années. Ça va de 2010 jusqu'à 2020, donc sur les 10 dernières années. En rouge en pointillé, nous avons la moyenne des 5 dernières années. Nous sommes largement au-dessus d'un point de vue des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vu la tension qu'il y a sur les capacités de stockage onshore, donc en termes, nous sommes tous au courant de cela, nous avons tous été informés de la situation à Cushing aux États-Unis, ce qui a entraîné les cours du WTI, notamment les contrats à terme sur le front monte, sur l'échéance la plus proche, les entraînant à moins 37,5 $ le baril. Mais actuellement, il y a également une forte tendance à stocker en mer et donc à stocker en offshore dans des tankers. Il y a actuellement au moins 1,3 milliard de barils de pétrole stockés en offshore. Et donc, c'est au cours de ces dernières semaines que l'on a pu constater une augmentation significative. Et on estime actuellement qu'au cours de ce deuxième trimestre 2020, les stocks offshore pourraient augmenter de 800 millions de barils supplémentaires par jour, ce qui devrait représenter environ 25% des tankers disponibles, étant donné que le reste est d'ores et déjà utilisé pour le transport pétrolier. Et d'ailleurs, je vous avais montré, il me semble, lors d'un Good Morning Market, sur une carte en temps réel, les différents tankers actuellement vides. Donc les tankers qui pourraient être utilisés en vue de stocker du pétrole offshore. Donc c'est exactement de ça que nous sommes en train de parler actuellement. Ce sont ces tankers que je vous avais montré justement sur une carte en temps réel, les tankers actuellement disponibles en vue de stocker en offshore. Et bien entendu, une hausse de ces stocks en offshore qui sont actuellement à 1,3 milliard de barils. Une hausse de ces stocks en offshore serait une indication donc concernant justement ces capacités de stockage interne, notamment à Cushing, et ça nous indiquerait que la situation est toujours extrêmement complexe et que la capacité de stockage en onshore reste saturée. Il faut savoir que Goldman Sachs prévoit éventuellement un déficit d'ici juin. Il faut noter que la demande rebondit, donc certes, effectivement, cela pourrait conduire à une pression sur les prix, une pression donc haussière à court terme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette constitution d'un déficit prendrait énormément de temps. En juin, cela peut paraître extrêmement optimiste. Et donc, cette constitution du déficit sur les cours ne va pas entraîner un mouvement
directionnel. Cela est synonyme simplement de consolidation. Donc effectivement, cela va dans le sens des analyses techniques que nous vous avions fournies précédemment. On ne peut pas s'attendre à une reprise immédiate des cours du brut. Il faut s'attendre à une consolidation. Le pétrole brut doit construire un socle qui va lui permettre donc de construire une tendance haussière saine et progressive. Ce genre de tendance haussière ne débute qu'après justement avoir mis en place un socle, et un socle justement qui pourrait correspondre à la zone de support pour le WTI aux alentours des 20 à 22 dollars le baril. Bien entendu, il faut garder à l'esprit le rollover qui permet de relier vos positions sur ces CFD dont le sous-jacent est un contrat à terme à échéance. Donc c'est très important de le savoir. Pour ceux qui ont besoin de plus de détails sur les rollovers, je vous invite à contacter directement votre référent chez XTB. Donc ici, très important de garder à l'esprit cela. Lors du rollover, vous passez directement sur la prochaine échéance. Donc ici, il faut garder à l'esprit que effectivement, il ne faut pas s'attendre à une reprise des cours du brut, mais à une consolidation qui pourrait prendre du temps, à l'image du temps qu'il faudra, si je puis dire, en vue de constituer un déficit suite à la réduction de production qui a été mise en place par les pays membres de l'OPEP+, et même plus largement les pays du G20. Malheureusement, les effets de ces réductions de production se feront ressentir sur le long terme et non sur le court terme. Voilà, donc d'un point de vue graphique, voici donc devant vous le pétrole WTI en données journalières. Ici, on peut constater la résistance très difficile à franchir, on ne parvient pas à s'en affranchir. Cette résistance qui représente ici notamment un palier de Kijun. Mais ce qui va nous intéresser ici sur le journalier, pour ceux qui sont adeptes, habitués d'Ishimoku, familiarisés avec ce système de trading, c'est l'épaisseur de ce nuage. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il sera très difficile de s'affranchir d'un nuage si épais, et nous allons entrer en contact avec le nuage très prochainement. On pourrait peut-être même se replier en vue d'intégrer le nuage. Donc, grosso modo, d'un point de vue journalier, très difficile ici d'imaginer une percée du nuage et une sortie par le haut. Donc le fait que le nuage se soit rapproché des cours vient renforcer cette hypothèse d'une éventuelle consolidation en vue donc de construire un socle, de construire ce fameux socle ici qui permettrait donc au WTI de décoller par la suite de par une tendance saine. Donc, pardon. Donc, que ce soit d'un point de vue fondamental ou d'un point de vue technique, ce scénario semble actuellement le plus probable, et d'autant plus que nous faisons face à une résistance, et cette résistance, je tiens à le préciser, correspond à une ligne de force de ce NBC qui est venu nous alerter de cette baisse sans précédent sur le marché pétrolier. Nous sommes même allés surpasser la dernière ligne de force E à 22,62 pour aller marquer ici une mèche basse. Donc sur le pétrole, d'un point de vue technique également, la consolidation semble évidente pour le moment, mais attention ici à ce nuage journalier qui s'approche. Le nuage fait office de support ou de résistance. Il est très difficile de s'en affranchir, il faudrait un réel catalyseur, et souvenez-vous, ce déficit sur le pétrole ne se fera que progressivement, à l'image donc de la progression du pétrole et de sa consolidation. D'un point de vue intraday, actuellement, nous avons ici la formation d'une borne supérieure. Nous avons constaté, nous sommes toujours au-dessus de notre nuage intraday. Des perspectives qui restent haussières, mais visiblement des difficultés à s'affranchir ici des 26,35. On va attendre tout de même le franchissement définitif de cette borne supérieure en vue d'envisager peut-être une impulsion haussière. Attention notamment à une éventuelle sortie par le bas ici, un franchissement de cette oblique haussière qui serait un signal de baisse pour aller chercher les 23 $ sur le WTI. Donc voilà pour la situation intraday, mais en vue d'illustrer ici l'intraday n'a été
qu'une parenthèse, car l'illustration des fondamentaux que nous avons abordés est clairement évidente et beaucoup plus pertinente sur du journalier, bien entendu. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette brève vidéo, hein. Cela a été volontaire, il y a déjà énormément de ressources sur le marché pétrolier. Le but ici était simplement de vous fournir une mise à jour de la situation actuelle. Tout d'abord, situation fondamentale, donc le côté offre, le côté demande, pour terminer par du technique. Le technique qui vient confirmer cette analyse fondamentale. Et encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre temps, pour prendre le temps de regarder toutes ces vidéos. J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse aux éventuelles questions que vous vous posez concernant le marché pétrolier. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.